Ian Wellington. C'est un film d'un cinéaste français remarquable et très rare, trop rare, qui s'appelle Arnaud Despalières. C'est un film un peu particulier formellement, vous l'avez vu, puisque il est composé exclusivement de ce qu'on appelle des images d'archives. Voilà, c'est-à-dire que Arnaud Despalières n'a tourné aucune des images de son film. Voilà. C'est ce qu'on appelle aussi plus communément dans l'histoire du cinéma un film de montage. Le fonctionnement, je dirais basique du film, il est assez simple. C'est que vous n'avez à l'écran que des images qui documentent une époque, un lieu, qui sont d'une grande banalité, qui renvoient au quotidien. Et puis vous avez un deuxième film, qui celui-ci est textuel, il est écrit, hein, et qui alterne avec ces images, et qui fait que dans nos esprits de spectateurs, de spectatrices, ces images, elles deviennent un peu plus que la description d'une banalité quotidienne, puisque le texte nous raconte ce qui se passe derrière, à côté, en dessous de cette réalité. Hein. Et donc elle se charge d'une intensité, évidemment, qu'elle n'aurait pas sinon, en fait. Hein. Ou pas forcément. Vous l'avez peut-être vu au générique de fin, ces archives, elles proviennent de la collection d'un archiveur américain qui s'appelle Rick Prelinger. Et Rick Prelinger collecte dans toute l'Amérique des images de films de famille, de films de propagande, de films industriels. Ce qui fait que toutes les images qui composent l'histoire, le récit de Diane Wellington, proviennent de ce type de film. Hein. N'entretiennent donc, et c'est là la part fictionnelle du film, aucun rapport avec l'histoire qui nous est racontée a priori. Cette histoire étant, elle, par ailleurs, absolument authentique. Hein. Voilà. Donc on est là aussi sur une ligne un peu étrange entre le documentaire et la fiction. En fait, hein. Voilà. C'est un film qui nous rappelle que la séparation entre les deux, elle est bien mince en fait. Hein. Alors si je reviens un petit peu sur l'archive, communément donc on dit que l'archive c'est un document qui témoigne du passé, hein, et étymologiquement le terme signifie souvenir du passé. Donc c'est quelque chose qui colle absolument avec le cinéma. Le cinéma, dans l'histoire des images, est une rupture technologique totale. Hein, c'est-à-dire qu'avant le cinéma, la photographie un peu bien sûr, mais le cinéma est une méthode d'enregistrement du réel, ce qui le différencie fondamentalement du dessin, de la peinture, voilà, hein, qui passe exclusivement par l'observation et la sensibilité de l'artiste. Le cinéma, lui, il peut passer par ça, mais il passe surtout par la machine, qui enregistre ce qu'elle a devant elle. Donc évidemment, elle témoigne. Hein, elle fait qu'on se souvient. Hein, voilà. Je rappelle cette anecdote toujours amusante et fascinante pour moi. Les journaux parisiens, donc au lendemain, au surlendemain pour être exact, de la première projection des Frères Lumière, ont titré non pas c'est merveilleux, non pas on va faire plein d'argent, non pas bientôt Hollywood, mais ils ont titré La mort cessera d'être absolue, en voyant les premiers films des Frères Lumière. Puisque la trace physique des corps, hein, il y a presque une logique catholique hein, dans tout ça. C'est-à-dire que d'ailleurs, les premiers critiques de cinéma français étaient tous d'obédience catholique. André Bazin n'était pas le dernier, c'est-à-dire une logique de sensuaire, hein, d'impression physique sur un support de la trace du corps, en fait. Hein. Il y a quelque chose de magique dans le cinéma. Hein. La première chose auquel les gens qui ont vu les premiers films des Frères Lumière ont pensé, c'est que ces images allaient survivre aux gens qu'elles représentaient. Et qu'on les verrait encore bouger, on verrait encore les traits de leur visage longtemps après leur mort. Ce qui, à la fin du 19e siècle, n'est pas non plus une habitude chez tout le monde, en fait. Hein. Si on appelle les gens décédés des disparus, c'est bien parce qu'ils disparaissaient, en fait, hein, et parce qu'on les oubliait, la voix, les traits du visage, etc., etc. Donc il y a dans l'archive quelque chose d'éminemment cinématographique, en fait. Hein, voilà. Je dirais qu'en gros, nous regardons le passé, et alors c'est d'autant plus vrai dans le cas de Diane Wellington, on va le voir, mais le passé nous regarde aussi, en fait. Hein. Diane Wellington est un film qui nous regarde largement autant que nous le regardons. Hein. Dans le cadre du film dit de montage, l'archive est le matériau à partir duquel le projet sera conçu et le film réalisé. Il s'agit d'images filmiques issues du cinéma dit amateur. Hein. Ces images reflètent notre besoin de fixer le temps, de conserver nos souvenirs, d'enregistrer des portions d'espace et de temps, des blocs de mouvement duré, dirait le philosophe Gilles Deleuze. C'est comme ça que Deleuze qualifiait le plan au cinéma. Donc voilà la page internet hein, du site de Rick Prelinger. Alors vous avez accès, hein, si vous avez une connexion internet, à ces archives. Il y a des milliers d'heures. Vous pouvez les télécharger, elles sont libres de droit. Vous pouvez faire comme Arnaud Despalières, vous pouvez faire un film de montage si vous voulez avec les archives Prelinger. Hein. C'est possible.
Arnaud Despalières m'expliquait qu'il avait visionné mais des centaines et des centaines et des centaines d'heures dans une panique totale et sans savoir quoi en faire, lesquels garder, comment, dans quel ordre. Certes, il n'a pas tourné d'images, mais il a eu droit, disons, au rush, comme on dit au cinéma, les plus longs qui se puissent imaginer. Hein. Donc voilà pour Prelinger. Le monsieur que vous voyez là, c'est Martin Wheeler. C'est le musicien hein, d'Arnaud Despalières. C'est celui qui a fait la bande-son. Et notamment tout ce que vous avez entendu à la fin, qui fait mal aux oreilles. Hein. Lorsque Martin Wheeler a envoyé ça à Arnaud Despalières, il y a eu, là encore, un moment comment dire, de trouble hein, de la part du cinéaste qui s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Qu'est-ce que je peux en faire? C'est inécoutable. Hein. Et puis on va voir qu'au contraire, ça va lui inspirer mille choses. Ensuite, Martin Wheeler, c'est quelqu'un qui, à la vision des images, a eu une compréhension très très forte de ce qu'il y avait probablement à en tirer. Et la musique, et notamment cette musique totalement expérimentale qu'il a envoyée à la fin à Arnaud Despalières, lui a inspiré cette deuxième partie de film, très en rupture, disons, avec la première, hein, plus du tout narrative, et presque de l'ordre de l'expérience sensorielle, physique, sonore. Et donc, toutes les images que vous avez vues là, elles proviennent de films de famille, elles proviennent de films de propagande, de films publicitaires, hein, ce qu'on appelle l'image vernaculaire. Donc. Et donc c'est un film effectivement de montage. Le cinéma de montage finalement est un cinéma à l'empreinte carbone beaucoup plus faible que le tournage du dernier James Bond et qui a peut-être effectivement un avenir du cinéma dans ces films de montage puisque avec toutes ces images, bien toutes les histoires sont racontables et sont encore à raconter. Alors, concernant la question des archives maintenant. Vous savez, il y a ce très beau livre de Roland Barthes sur la photographie qui s'appelle La Chambre claire. Et Roland Barthes dit à propos des photographies qu'il y a deux choses qui peuvent les désigner. Il y a ce qu'on appelle le studium, c'est-à-dire on voit la photo et puis elle est bien cadrée, elle est belle, il y a une belle lumière, etc. C'est objectif, enfin, c'est esthétique, ça nous plaît. Et il y a le punctum. Et le punctum, c'est parfois dans des photos qui ne sont pas forcément très belles, quelque chose qui nous regarde, qui nous touche. On n'est pas conscient de quoi exactement, mais ça nous transperce en fait. Hein. Et donc évidemment, dans Diane Wellington, vous avez un certain nombre d'images. Il a, Arnaud Despalières, visionné et conservé les images qui le touchaient le plus. Quand il parle par exemple de ces plans qui parfois malgré eux saisissent quelque chose de vivant, moi je ne peux pas m'empêcher de penser à ces enfants qui rentrent à l'école, hein, vous les avez remarqués, et puis qui nous regardent, c'est un moment de vie. Hein, voilà. Le cinéma vit dans la hantise de la mort, hein, que le mouvement s'arrête. Le cinéma, surtout les films qui font peur, sont pleins d'animaux empaillés. Hein. Pensez à Hitchcock, hein. Il y a quelque chose de terrifiant. La bête empaillée, c'est le cinéma qui rate, hein, en quelque sorte. Hein. Qui fixe pour toujours un truc mort, en fait. Hein. Voilà. Donc il y a cette idée. Puis l'autre idée très importante aussi, c'est l'idée de ne pas exercer d'autorité sur ces images. C'est-à-dire de ne pas faire le journal de 20 heures, quelle que soit la chaîne, hein, où on vous montre des gens, et puis il y a quelqu'un qui parle par-dessus ce qu'ils disent. Voilà, et qui les ventriloque. En quelque sorte, ventriloquer les images. Là, l'idée, c'est de les laisser s'épanouir. Hein, voilà. Je ne sais pas, ces images d'enfants qui rentrent à l'école, probablement un film pédagogique, probablement... voilà, d'où est-ce que ça vient? Je ne sais pas. En tout cas, là, il y a l'idée de les libérer du son. Hein. On sait que le son exerce une vraie dictature sur l'image, hein, très souvent. C'est-à-dire que c'est par le son que vous comprenez le sens de ce que vous regardez. Et puis, il y a aussi ce lieu. Alors, la chose amusante ou étonnante, c'est que Arnaud Despalières collecte des images. Il va garder celles que vous avez vues pour Diane Wellington et il va s'apercevoir a posteriori qu'elles viennent toutes du même endroit, le Dakota. Et il s'en est pas rendu compte. Hein. Et il ne l'a pas fait exprès, il a vraiment insisté là-dessus. Et le Dakota, c'est l'endroit où se passe l'histoire de Diane Wellington. Histoire réelle, qu'il lit dans un magazine un jour, hein, qui le révolte, qui le bouleverse au point de vouloir faire un film à partir de ce qui n'a pas été filmé, partager cette chose qui n'a pas eu de témoin, en quelque sorte, une vocation du cinéma, ça aussi. Hein. Et alors, moi, ça m'interloque beaucoup parce qu'il y a eu un moment, en tout cas à la fin des années 90, où le cinéma américain, par exemple, s'est acharné sur le Dakota. Hein. Il y a eu un certain nombre de films. Je pense à De beaux lendemains, une adaptation par Atom et Goyan d'un très beau roman de Russell Banks. Je pense à Un plan simple, un film noir sous la neige, donc un film blanc, de Sam Raimi. Et je pense beaucoup à Fargo, des frères Cohen. Et ça nous amène au mystère de mais comment se fait-il que Arnaud Despalières, en collectant ces images,
ne soit tombé que sur des images du Dakota finalement. Et bien pour des raisons de climat, pour des raisons climatiques. Hein. C'est-à-dire qu'il cherchait, pour illustrer l'histoire de Diane Wellington, un paysage qui soit en rapport avec un certain rigorisme, une certaine morale religieuse assez rigide. Vous savez, il cherchait un endroit où finalement le climat façonne les hommes en fait, hein, et leurs actions, comme dans Fargo. C'est que ce qu'il essaye de faire, Arnaud Despalières, c'est de nous toucher en fait, c'est de nous faire ressentir quelque chose. Hein. C'est pas tant de s'adresser à notre intellect que de s'adresser à nos sensations en fait, hein, à notre corps. Deuxième étape, après l'archive, il y a la voix. Et alors là, c'est la grande trouvaille de Diane Wellington. Hein. Cette voix qui en fait n'existe pas. Hein. Cette voix, elle n'existe qu'à travers les cartons. Donc ces cartons, si vous faites comme moi, vous les lisez intérieurement. Et donc c'est extrêmement habile parce que cette voix off, on dit comme ça au cinéma d'habitude, c'est la nôtre. Mais Despalières, il y a une belle formule et il dit qu'il voulait déclencher chez le spectateur sa voix de lecteur. Notre voix de lecteur quand on lit un livre en fait. Hein, voilà. Donc une autre façon de nous concerner en fait. Hein. Donc vous avez tout ce déroulé. Hein. Et puis ces pans d'histoire qui nous sont communiqués hein, par ce personnage qu'on ne verra jamais se terminent tous de la même manière. Diane Wellington. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une obsession, un peu comme dans l'Iliade, à donner le nom des morts. Hein. À rappeler son nom, à prononcer son nom et à faire que nous le prononcions en esprit 5 ou 6 fois dans le film en fait. Hein. Cette jeune fille qui est morte anonymement, dont on n'a pas connu l'histoire avant pratiquement l'article dans ce journal et puis le film quand il ira Arnaud Despalières, son nom est répété et répété. Hein. Il y a la recherche, je crois, là, d'une certaine forme de, j'oserais pas dire de justice, mais en tout cas voilà, de réparation. Hein. Quelque chose de cet ordre-là. Alors, les cartons, évidemment, ça fait référence au cinéma muet, hein, c'est-à-dire à ce qu'on a pu appeler les intertitres à une époque, hein, ce qui était en charge ou de donner le dialogue ou de situer l'action. Donc, il y a une idée de transmettre la voix par l'écrit. Donc, on revient aussi avec ces archives aux origines hein, du cinéma, quelque part, même si la manière dont Arnaud Despalières utilise ces intertitres ou ces cartons lui appartient en propre, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des cartons qui nous communiquent de l'information du type pendant ce temps, la nuit venue, etc. On a vraiment le monologue intérieur de quelqu'un, en fait, hein, une voix intérieure. Vous voyez tout ce rapport aussi à la psychanalyse, au rêve, à l'onirisme, à nos projections intérieures. Hein. On ne projette pas que sur l'écran, on projette aussi, c'est un terme commun au cinéma et la psychanalyse après tout. Hein. Y en a un certain nombre. Donc on a cette idée de la voix. La narration d'un film avance toujours selon le mode de qui voit quoi et quand. Hein. Voilà, c'est la caméra est un regard, le cinéaste a un regard, son point de vue c'est à la fois littéral, où je mets la caméra et qu'est-ce que je pense d'une chose, est-ce que je me mets loin, est-ce que je me mets près, en haut, en bas, etc. Et donc c'est un triple regard, hein, le cinéma. C'est le regard du metteur en scène qui rencontre celui du public à travers celui de la caméra, quoi, en fait. Hein. Donc on raconte comme ça. Évidemment, il y a deux sortes de regards, il me semble, très forts dans Diane Wellington qui se rencontrent, qui s'entrechoquent presque. Il y a les regards adressés à la caméra, hein, il y en a plein, qui sont donc la marque du cinéma documentaire. En fiction, on vous l'interdit, hein, c'est la première chose qu'on apprend quand on est un acteur professionnel, c'est qu'on ne regarde pas la caméra. Hein. Même les ouvrières des Frères Lumière en 1895, quand elles sortent de l'usine, il n'y en a aucune qui habite dans la direction de la caméra. C'est quand même formidable. Elles habitent ou à droite ou à gauche, mais pas en face. Hein, voilà. Et donc, évidemment, là, il y a ces regards hein, qui nous interpellent avec cette chose qui est probablement, enfin, qui est très forte pour moi, c'est que tous ces beaux enfants que vous voyez là aujourd'hui, ils sont morts, probablement. Hein. Donc, il y a quelque chose évidemment de très fort. Hein. C'est un regard qui nous implique. Il y a une autre forme de regard dans le film, c'est le regard subjectif. C'est-à-dire que de temps en temps, à des moments clés, et notamment dans ce qu'on peut appeler le voyage de Diane Wellington, le voyage en couleur, le voyage en technicolor, le voyage en voiture brillante et chromée, le voyage hollywoodien de Diane Wellington, hein, on a des plans subjectifs. Et puis dans ce long final,
hein, très étrange, sur lequel on va conclure. Hein. Voilà, donc là, on est plutôt du côté de la fiction, c'est-à-dire que la caméra subjective, on a plutôt ça dans les films de fiction, dans les thrillers, dans Hitchcock invente ça hein, à un moment donné. Hein. C'est-à-dire qu'on prend le regard de la victime ou le regard de l'effroyable assassin, etc., etc. Quoi. Donc on a deux formes qui se rencontrent et qui s'entrechoquent très fortement. Hein. Et puis il y a d'autres choses. Je ne peux pas toutes les énumérer parce qu'alors il y a une richesse infinie dans la manière dont se rencontrent les images et les sons dans le film. Mais je pense par exemple à certaines images et à ce qui et aux cartons qui viennent les précéder ou qui leur succèdent. Par exemple, après avoir eu un énième rappel du nom de l'héroïne, Diane Wellington, on voit cette femme noire qui ne veut pas être filmée. Tout ça, c'est la poésie du cinéma. Alors évidemment, c'est fait avec précision par Arnaud Despalières, mais on a entre Diane Wellington qui est morte à la suite d'un avortement illégal dans un champ et cette femme qui appartient à une minorité, probablement sur les images des années 30, 1930, pas extrêmement bien vue, voilà, dans le Dakota du Sud à ce moment-là, hein, et qui ne veut pas qu'on la reconnaisse. Hein, voilà, ça crée un point de tension, ça crée une communion, hein, voilà, une sororité, on pourrait dire aujourd'hui peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et puis à l'inverse, quand on décrit l'avorteur, ses outils, la terreur de la jeune fille, on a droit à cette image ensuite, hein, de cet homme qui fait un pied de nez, alors ce pauvre monsieur qui voilà, se voit là visuellement traîner dans la boue longtemps après son décès sans doute, mais effectivement il y a quelque chose d'une indifférence masculine. Le film, secrètement, montre le monde masculin, les petits garçons qui se battent au début. Enfin voilà, il y a beaucoup de filigrane hein, dans Diane Wellington. Et c'est un film qu'on peut revoir et revoir, les liens entre les images qui se succèdent, entre les images et ce qui est écrit. Il y a des correspondances infinies en fait. Hein. Et puis il me semble que bah, voilà, le film nous désigne, nous, spectateurs, hein, objet du regard, nous sommes Diane Wellington face à Diane Wellington, en fait. Hein, voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. On nous montre du doigt. Et alors, dernière question, dernier point, Diane. Qui est Diane Est-ce qu'on la voit, Diane Non, évidemment, on ne la voit pas, puisque sa mort n'a pas été filmée. Sa mort est une mort parmi bien d'autres morts du même type qui sont restées parfaitement anonymes. Par contre, on a tout un tas d'images. Hein. On commence par cette petite fille, puis on en voit une un peu plus grande après. Hein. Voilà, potentiellement, Diane Wellington voilà, représente, je dirais presque empiriquement, un certain destin féminin à une certaine époque. Hein. Jusqu'à cette image en bas, qui est une image purement fantasmatique, hein, qui vient du récit, on dit transvisualisé au cinéma des camarades de classe qui l'imaginent donc s'être enfui avec qui l'on sait, hein, et où on voit ce genou qui se reflète dans le pare-brise de la voiture. Bon, voilà. On va conclure sur l'idée que le cinéma, c'est quelque chose qui nous console, qui répare des choses. Depuis qu'on est petit, on voit des films pour être consolés, pas que, mais c'est une veine du cinéma qu'il ne faut pas mépriser et qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose d'un accompagnement, et c'est le sens de cette dernière scène très mystérieuse, très étrange, hein, où Arnaud Despalières explique qu'il ne pouvait pas laisser Diane comme ça, et qu'en fait, il a essayé de trouver une sorte d'équivalent. Alors c'est absurde et c'est fou. Hein. Qu'est-ce que c'est que mourir ? Qu'est-ce que c'est que mourir concrètement ? Qu'est-ce que c'est que de passer de vie à trépas ? Avec toutes ces images de train, ce paysage qui s'en va, il l'imagine dans son pré, entendant le sifflet du train au loin. C'est assez à la fois terrible et romantique et tout ce qu'on veut, en fait, romantique au sens allemand, hein, romantique dur, hein, pas Reine des Neiges, quoi. Et il y a cette idée, il me semble, voilà, d'un accompagnement jusqu'au bout, jusque dans son expérience la plus terrible et la plus intime de cette jeune femme, en fait, hein, d'essayer d'en trouver un équivalent cinématographique et de nous faire partager ça, et de faire de nous les témoins de ça, et que chaque spectateur, à nouveau, qui voit cette histoire, eh ben, on soit porteur, et voilà, que Diane Wellington ne soit pas morte en vain, en quelque sorte. Et c'est à nouveau l'idée qu'on trouve dans l'Iliade, hein, où Homère va donner le nom de chaque mort de la guerre de Troie, en fait, et expliquer les circonstances de sa mort, etc., etc., quoi. Ce qui en fait à la fois un texte sublime et un peu fastidieux. Mais il y a cette idée-là très fortement, et donc il me semble voilà, qu'il y a un pouvoir consolateur ou réparateur. Hein. Alors non pas des images, parce que les images en elles-mêmes, voilà, hein, mais du cinéma, c'est-à-dire de tous ces plans qui sont pris dans un réseau de signification. C'est-à-dire que chaque plan de Diane Wellington prend du sens en fonction des mots ou des images qui précèdent, qui suivent. Hein.
on a cette espèce de chaîne, hein, de sens, qui est une définition du cinéma en fait, hein. Un plan au cinéma, c'est pas une image, c'est quelque chose qui a du sens par rapport à ce qui précède et par rapport à ce qui suit en fait. Voilà. Bon, contrairement aux images qu'on a sur nos t-shirts ou qu'on voit sur les affiches. Et donc, il y a cette idée-là, voilà, qui est mise au service, ces images au service d'un langage, aurait dit André Bazin, ou d'une poésie, dirait Martin Scorsese, hein. Mais en tout cas, cette idée vraiment de partager une émotion, vous voyez, on conclut d'ailleurs très naïvement le film, hein, avec cette image de mouette, hein. Et puis vous vous souvenez que plus tôt dans le film, on a expliqué qu'on avait trouvé des petits ossements à l'intérieur des grands ossements, hein, et on compare ça à des ossements d'oiseaux, en fait, hein. Donc on a une image finalement, je veux dire, d'une poésie toute adolescente, en fait, hein, sur la vie qui s'en va, l'oiseau qui s'envole, etc. Voilà. Et peut-être aussi, je terminerai en disant que ce qui est très beau avec Despalières, qui a fait des films, il a fait des films avec Mads Mikkelsen, il a fait Michael Colas, pas loin d'ici, il a fait des films avec un budget conséquent, hein, et il retourne au court-métrage régulièrement. C'est quelqu'un, et ça je trouve cette position-là très juste, qui cherche toujours, quand il a une histoire à raconter, la forme juste pour la raconter. Il ne se dit pas que le court-métrage, c'est le palier pour une carrière, pour faire du long-métrage. Il cherche la bonne forme, la bonne durée, la bonne méthodologie pour raconter le mieux possible l'histoire qu'il a à raconter. Alors ça, c'est très très estimable par les temps qui courent.